On est vendredi et il est 8h. 6h, 9h, votre matinale info avec Sébastien Krebs. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 9h pour vous informer avec Théo Manval pour le journal. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. Mbappé, Payet, Koscielny ou Ruffier, ils rechaussent leurs crampons. Rentrée des classes pour le championnat de Ligue 1. Qui pourra battre le PSG? Tour d'horizon dès le début de ce journal. Bitume, des cours d'école arrachés, gel absorbant déposé. Les chantiers de dépollution d'urgence ont démarré autour de Notre-Dame pour venir à bout du plomb. Dans ce journal également, Matteo Salvini qui dynamite la coalition au pouvoir en Italie. Des dizaines de milliers de signatures contre le spectacle itinérant d'un montreur d'ours, ça existe encore. Et puis cette alerte sur la santé d'Alain Delon, le monstre sacré du cinéma français, se remet en Suisse d'un AVC. Europe 1. Fini les cahiers de vacances. À partir de ce soir, c'est du sérieux. La Ligue 1 reprend avec une belle affiche en ouverture. Monaco Olympique Lyonnais à 20h45. L'été a été mouvementé pour certains. On ne sait toujours pas vraiment si Neymar, par exemple, restera ou non du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, la question que tout le monde se pose, c'est qui pour battre le PSG? Bonjour Julien Froment. Bonjour. Cette saison, Julien, le club de la capitale semble encore seul au monde. Oui, le Paris Saint-Germain s'est renforcé. Alors pas forcément avec des noms clinquants connus du grand public, mais plutôt avec des joueurs de complément à des postes où il y avait des carences. Par exemple, le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gueye, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, est arrivé. Eh bien, c'est un profil qui manquait cruellement au Paris Saint-Germain l'an passé. Quant aux objectifs de la saison, c'est simple. Razzia sur la scène nationale et enfin franchir un cap en Coupe d'Europe. C'est ce que souhaite en tout cas la star parisienne Kylian Mbappé. L'objectif c'est de gagner des titres. On doit continuer en championnat. On a ainsi cette domination et qu'on doit garder parce que c'est pas quelque chose de facile. Ensuite on a perdu les coupes nationales, les deux. On va essayer de les récupérer cette année. Et après il y a la Ligue des Champions que tout le monde observe, tout le monde regarde. On doit passer cette étape. Voilà, on doit progresser. On reste un peu bloqué ces dernières années. C'est à nous de trouver la solution pour pouvoir passer cette étape et aller le plus loin. Mais Julien Froment, Paris ne sera pas seul. Cette saison, il y a quand même des concurrents. Oui, on pense à Lyon, même si le club du Rhône a changé d'entraîneur et a perdu des joueurs clés. On pense au champion du monde, Nabil Fekir. Ce sera pour l'OL une année de transition. À suivre aussi Lille, le dauphin de Paris l'an passé. Les nordistes sont ambitieux, mais souvent, la saison d'après est la plus difficile. Et puis, il y aura aussi la Ligue des Champions à gérer. Et derrière ces trois équipes, Saint-Etienne, Marseille ou encore Monaco batailleront pour l'Europe. Et un mot des promus, ils sont deux, Metz et Brest. Oui, le FC Metz qui a fait ce qu'on appelle l'ascenseur, une descente en Ligue 1, puis une remontée l'année suivante. Quant à Brest, cela faisait 7 ans que les Bretons attendaient ça. Alors, c'est une année importante pour les clubs du bas de tableau, car l'an prochain, les droits TV vont être multipliés par 2. Donc s'il y a bien une saison où il ne faut pas descendre, c'est celle-ci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Je vous parlais de Neymar. Le parquet de Sao Paulo demande à son tour le classement sans suite de la plainte pour viol qui le vise depuis le mois de mai. Faute de preuves suffisantes pour l'inculper, la procureure indique tout de même que l'enquête pourra être rouverte si de nouveaux éléments sont apportés. Autre grand titre ce matin, ce sont ces opérations de dépollution d'urgence qui ont commencé aux abords de Notre-Dame. Avec ces scènes qui semblent tout droit sorties d'un film futuriste, des hommes en combinaison blanche, apprêtés comme des cosmonautes qui pulvérisent un liquide bleu sur le bitume que les pelleteuses viennent ensuite arracher. C'est le chantier de dépollution de l'une des écoles contaminées au plomb autour de la cathédrale qui a commencé hier après-midi. Un chantier déclenché dans l'urgence, de l'aveu même de la mairie. Il a fallu les alertes répétées lancées par les riverains et plusieurs syndicats ces derniers jours. Élise Dangean. Sur le site, la sécurité est maximale. Il faut s'équiper d'une combinaison blanche qui couvre de la tête aux pieds, mais aussi d'un masque de protection respiratoire. Et pour cause, ce sont près de 1900 mètres carrés de bitume contaminé au plomb qui sont actuellement grattés sur 4 à 5 cm. Michael Prestavoine, chef de chantier. La pollution du plomb est une pollution superficielle et la meilleure méthodologie qu'on a trouvée était de retirer clairement les enrobés afin d'être acheminé sur une unité de traitement de déchets dangereux. Selon la mairie de Paris, cette opération qui coûte tout de même plus de 200 000 € va permettre de retrouver un taux de plomb normal, pas suffisant pour rassurer Laura, une jeune maman qui vit dans le quartier. Je trouve ça un petit peu tardif, ça a l'air d'être un peu sous couvert quand on nous en parle pas beaucoup, on voit des hommes habillés en blanc et voilà, on ne sait pas ce qui se passe vraiment et c'est vrai que c'est un petit peu effrayant en fait. Effrayant et insuffisant pour la restauratrice située juste à côté de l'école. Pour elle, le plomb n'a pas pu stagner uniquement dans la cour de récréation.
Elle réclame donc que l'ensemble du bitume de la rue soit refait à neuf. Élise Dangean, ce sera l'un des temps forts de la journée. Les obsèques du maire de Signes dans le Var seront célébrées ce matin à 10h. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, et le président du Sénat doivent y assister. La sécurité de vos vacances à présent et cette vaste opération de contrôle en mer hier sur la côte d'Opale. Les douanes, les CRS et la gendarmerie maritime, tous ensemble sur le pont pour une vingtaine de contrôles. Objectif, rappeler les règles de sécurité aux plaisanciers et surtout vérifier que leurs équipements à bord sont en règle. Lionel Gougelot, ça a été l'occasion de voir que certains prennent encore la mer sans réelle conscience du danger. Beau temps et mer calme au large de Boulogne-sur-Mer. Le Zodiac des affaires maritimes piloté par Guillaume vise aujourd'hui les bateaux à moteur de pêche promenade, contrôle des équipements de sécurité, parfois défaillants. Donc des extincteurs périmés, des feux à main périmés, des gilets de sauvetage automatiques dont les percuteurs sont périmés. C'est des choses qu'on trouve assez régulièrement. Les gens ne font pas forcément de visite de contrôle en début de saison et le bateau a été rentré à l'automne et est ressorti du garage tel quel et voilà, il n'y a pas de visite de sécurité avant de reprendre la mer. Monsieur, bonjour. Ce plaisancier pensait être en règle et pourtant... Donc là on est sur un extincteur qui est périmé au 31 décembre 2014 et il vient de le découvrir. Le plaisancier repartira avec un simple avertissement. Un peu plus loin, un retraité sort en mer pour une partie de pêche. Moi j'ai mes gilets, j'ai les sauvetage, j'ai mes fusées, tout ça. Je regarde tout le temps. Après vérification des gilets de sauvetage non conformes, cette fois le plaisancier est contraint de regagner le port. Pas question pour Catherine, contrôleur des affaires maritimes, de lui laisser prendre le moindre risque. Le fait d'avoir aucun gilet en état de fonctionnement, au niveau sécurité, ça se fait pas non plus, quoi. On peut pas prendre la mer comme ça. Il y a un minimum en termes de sécurité et les gens n'en sont pas conscients. Et le contrevenant aura 10 jours pour prouver qu'il s'est mis en règle, sinon ce sera la verbalisation. À Boulogne-sur-Mer, Lionel Gougelot, Europe 1. Et puis si vous prenez la route aujourd'hui, c'est un nouveau week-end chargé qui s'annonce. Bison Futé voit orange aujourd'hui pour les départs et rouge sur le quart sud-est dans le sens des retours. Demain, ce sera rouge partout en France dans le sens des départs, noir même dans le quart sud-est, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence et les bords de la Méditerranée. À l'étranger, les 5 jeunes Français arrêtés hier en Espagne ont tous été mis en examen. Ils sont accusés de viol en réunion par 2 touristes norvégiennes d'une vingtaine d'années. Ces 5 jeunes hommes sont originaires de Toulouse. 3 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Et pendant ce temps, en Italie, la coalition populiste au pouvoir est en train d'éclater. Sous l'impulsion de l'omniprésent ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, il a fait hier soir un coup de force, un communiqué sans prévenir personne dans lequel il demande la dissolution du Parlement et de nouvelles élections. Nicolas Toneff. Les tensions entre les 2 composantes de la coalition au pouvoir s'amplifiaient depuis le résultat des élections européennes. Une forte poussée de la Ligue de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, une chute libre du 5 étoiles de Luigi Di Maio, vice-premier ministre, et un constat, si des élections avaient lieu prochainement, la Ligue de Salvini, alliée à un petit parti néofasciste, Fratelli d'Italia, n'aurait plus besoin de l'encombrant 5 étoiles de Di Maio pour gouverner à sa guise. Deuxième coup dur pour la coalition, le vote avant-hier de 5 étoiles contre la construction de la ligne TGV Lyon-Turin, soutenue par la Ligue. L'occasion pour Matteo Salvini de dénoncer de pseudo-alliés de gouvernement face à un Luigi Di Maio affichant sa sérénité. En ce qui me concerne, nous travaillons pour le pays, point. Je suis tranquille, je suis au palais du gouvernement, prêt à travailler pour les Italiens. Pour le reste, on verra. La coalition a pourtant bel et bien vécu, entraînant l'Italie dans l'incertitude. Le vote d'une motion de censure contre le gouvernement pourrait intervenir avant la fin du mois. Les législatives anticipées d'ici l'automne. Nicolas Toneff. La suite du journal de Théo Manval. Kennedy parlait de l'espace comme de la nouvelle frontière. Et bien même la mode est en train de s'en emparer. Oui, vous avez peut-être croisé dans les rues ces derniers mois des passants avec un t-shirt, une veste ou un sac à dos estampillé du logo de la NASA. C'est devenu la nouvelle marque tendance dans le prêt-à-porter. Alors comment en est-on arrivé là? Explication Jean-Jacques Herry. La NASA peut remercier Neil Armstrong. Si l'astronaute lui a permis de décrocher la Lune en 1969, 50 ans plus tard, l'anniversaire de son exploit permet peut-être à l'agence de toucher le jackpot en conquérant le monde de la mode. Tout a commencé il y a quelques années, aux États-Unis évidemment, avec le fabricant de vêtements militaires Alpha Industries. C'est à ce moment-là que Misha, fan de la marque, a acheté son premier blouson NASA. C'est grâce aux stars américaines et stars de la chanson qui ont commencé à beaucoup en porter dans tout ce qui est vidéoclip, sur leurs tournées concerts. Tous les jeunes se sont mis à vouloir porter ces fameux
Bombers siglé NASA avec les vrais logos. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est la marque Alpha Industries, qui est la vraie marque qui fabrique les vêtements pour la NASA, qui a décidé de les démocratiser. Et j'avoue que c'est quand même très stylé. Ensuite, le logo de l'agence spatiale américaine fait son apparition dans les grandes chaînes de prêt-à-porter. Le cercle bleu représentant un ciel étoilé surmonté d'une forme aérodynamique rouge s'affiche sur des t-shirts. Puis petit à petit gagnent les bermudas, les vestes et les chaussures. Un rêve américain très accessible, vendu entre 8 et 20 $, 10 € le t-shirt en France. Et cette année, avec le cinquantenaire du premier alunissage, ça y est, tout le monde s'y met. H&M, Vans, Célio, Jules, les partenariats s'accumulent. Dernier en date en France, Rika Lewis. David Vialaron, son directeur général. On a des t-shirts, sweatshirts, jogging, bermuda, avec un produit urbain et à la fois ce beau logo qui est le logo NASA. La marque espère en écouler 50 000 pièces d'ici la fin de l'année. Jean-Jacques Hérim, cette pétition à présent qui a rassemblé 65 000 signatures en quelques jours contre un spectacle mettant en scène un ours. Il s'appelle Valentin, il sillonne la France avec son propriétaire, un montreur d'ours qu'il a dressé pour une série de numéros. Ils doivent se produire 6 fois d'ici la fin de l'été, la prochaine dès ce dimanche en Haute-Saône. Sauf que plusieurs associations de défense des animaux tentent par tous les moyens de faire interdire cette pratique, selon elles, d'un autre âge. Caroline Baudry. Tenu en laisse, il peut simuler un câlin, s'allonger par terre ou se tenir sur ses pattes arrière à la demande de son dresseur. L'ours Valentin est transporté de ville en ville et à chaque fois, ils sont plusieurs centaines de curieux à l'applaudir. Pour Christophe Corré, président de l'association de protection des animaux Aves France, à l'origine des pétitions, ces représentations sont inadmissibles. Quelle valeur on peut donner quand on montre un ours qui mange des chamallows pour répondre aux ordres d'un dresseur, alors que normalement un ours c'est la liberté, c'est un animal qui vit dans des grandes étendues, qui a besoin de calme et d'ombre. Pour certains élus, hors de question d'annuler la représentation. Yves Thiebaud est le maire de Virecourt, près de Nancy. Lui tient à offrir le spectacle prévu aux habitants. Il estime que Valentin est un animal domestiqué comme un autre. Il n'est pas plus maltraité que beaucoup d'animaux dits domestiques. On a présenté des faucons à d'autres moments, on a présenté des scènes à cheval. Il n'y a pas de loi qui empêche ces choses-là. Pourquoi faire de la polémique sur un ours ? Ça m'agace. Chez d'autres maires, ces pétitions ont provoqué une prise de conscience. 3 villes dans lesquelles le spectacle passera cet été se sont déjà engagées à ne plus programmer Valentin à l'avenir. Caroline Baudry. On termine avec la préoccupation ce matin sur l'état de santé d'Alain Delon. L'acteur, récompensé en mai dernier à Cannes d'une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, a fait un accident vasculaire cérébral. On l'a appris hier. Yasmina Katou, Alain Delon a même passé 3 semaines en soins intensifs à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Oui, dans un communiqué, son fils Anthony Delon précise que l'état de santé de l'acteur est aujourd'hui stabilisé. Malgré un AVC et une légère hémorragie cérébrale, son fils affirme que ses fonctions vitales sont parfaites. Le mois dernier, Alain Delon, 83 ans, a été opéré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous l'avez dit, Théo, il est resté hospitalisé 3 semaines en soins intensifs. Durant tout ce temps, sa mère, ses fils et sa fille se sont relayés à son chevet. Mi-juin, l'acteur avait déjà été admis à l'hôpital américain de Neuilly pour vertige et maux de tête, des symptômes vraisemblablement dus à une arythmie cardiaque. Un mois plus tôt, lors du Festival de Cannes, le Guépard, l'immense star de cinéma, a reçu une palme d'or d'honneur. En larmes, Alain Delon a déclaré « Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Aujourd'hui, la star se rétablit tranquillement dans une clinique en Suisse, entre le lac Léman et le Mont Blanc. » Merci beaucoup Yasmina Katou. Et c'était le journal de Théo Manval. Merci.